Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Linda Kebab. Bonjour. Merci de venir répondre à mes questions ce matin. Vous êtes la déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police FO. On va revenir bien sûr sur ce drame de Roubaix. On va aussi parler de la question de la lutte contre la drogue, de la décivilisation aussi, comme nous dit Emmanuel Macron, de la montée de la violence. Mais d'abord, ce drame, bien sûr, vous serez tout à l'heure à Roubaix pour l'hommage qui sera rendu à Paul, Manon et Steven. Ils sont morts en fonction. Ils sont morts à Roubaix face à un homme en contresens qui roulait sous l'emprise de l'alcool, du cannabis et qui roulait trop vite. D'abord, l'émotion, ce moment d'émotion qui va être rendu par la nation. Emmanuel Macron sera présent. C'est important pour vous de partager cette émotion. On sent que vous êtes tous policiers, encore extrêmement émus quelques jours après. Émus, sidérés et encore à quelques heures de cet hommage, nous n'y croyons pas. 3 d'entre nous, d'un coup fauchés, une brigade décimée, un service traumatisé, des familles brisées. Steven, Paul, Manon, un père de famille, d'un enfant qui ne verra plus son père, un futur père dont l'enfant ne connaîtra jamais finalement qu'est-ce que la figure paternelle, et une jeune fille aux portes de la vie. Fauchés, eh bien, comme vous l'avez si bien décrit, et je remercie que vous ayez eu la décence de ne pas utiliser le mot accident, parce que personne n'a encore fait l'enquête, en tout cas elle est en cours, et on s'interroge aussi de la manière de conduire quand face à vous, vous avez une voiture sérigraphiée bleu, blanc, rouge avec un gyro. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire que ce n'était qu'un accident. En tout cas, c'est une personne. Je vais vous arrêter un instant là-dessus, parce que ce que vous dites, il faut aller au bout de ce que moi j'entends. En tout cas, vous avez l'air de dire quasiment que la voiture de police a été ciblée parce que voiture de police. Non, je dis juste que depuis plusieurs jours, on entend dire, notamment sur les plateaux télé, que ce n'est qu'un banal accident. Alors, il n'y a jamais rien de banal dans un accident dramatique qui fauche des vies. Encore moins rien de banal lorsqu'il s'agit d'une personne qui a consommé de l'alcool. On parle de 2 grammes dans le sang. Ça veut dire 10 verres, pour que les gens comprennent. C'est 10 verres de whisky, par exemple. Et puis également de la consommation de stupéfiants. Mais c'est aussi une personne qui arrive en face d'une voiture de police bleu, blanc, rouge. Voiture de police qui a le bleu. Et donc, du coup, aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de dire... Le gyrophare activé. C'est vraiment une voiture visible. C'est une voiture extrêmement visible. Alors, certes, il roule à 120 au-dessus de la limitation de vitesse autorisée, mais néanmoins, qui roule certainement à une vitesse où il peut encore manœuvrer et potentiellement choisir peut-être autre chose, peut-être la fuite, le refus d'obtempérer en passant par le choc, ça arrive aussi. Tout est possible. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'à cette heure-ci... même que le conducteur est mort. Oui, je rappelle justement qu'à cette heure-ci, il y a encore une enquête en cours. Et on ne peut pas banalement se contenter. Moi, je ne fais que répondre à ceux qui disent que ce n'est qu'un accident de la route parmi d'autres. Non, ça n'est pas un accident parmi d'autres. Déjà, c'est un accident qui a conduit à la mort de 3 personnes, 3 policiers, plus le conducteur. Mais aussi, c'est parce qu'il y a une enquête en cours et j'aimerais juste qu'on la respecte autant qu'on respecte les familles des victimes. Et justement, quand vous dites accident, il y a une réflexion en cours, on y reviendra, sur la question des sanctions. Faut-il parler d'homicide, d'homicide involontaire, d'homicide routier, comme commence à l'évoquer le ministre de l'Intérieur? Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, certains de vos confrères le font, qu'il s'agit d'un assassinat? Alors l'assassinat suppose la préméditation, on est quand même assez au service du droit pour tenter d'être nuancé. Néanmoins, je rappelle 3 faits qui ont marqué ces dernières années. Septembre 2020, Romain Boulange, policier, qui à Villeneuve-d'Ascq, quasi au même endroit, est tué par une femme alcoolisée, qui n'a pas respecté la priorité à la voiture de police. Aujourd'hui, elle est libre. Vous savez, il y a un an environ, en mai 2022, le fils de ce chef étoilé qui est tué par un homme qui vient de voler une voiture, qui est sous stupéfiant, qui fonce dans le scooter, qui le tue. Aujourd'hui, il est libre. Et puis, il y a quelques semaines, les choux gras, l'affaire Pierre Palmade, une famille décimée, un enfant polytraumatisé. Aujourd'hui, il est libre. Pourquoi? Parce qu'on a affaire aujourd'hui à l'homicide involontaire qui est un délit. Or, on ne peut plus décemment dire, et on entend les associations des familles des victimes, d'ailleurs ce chef étoilé l'a dit il y a quelques jours, qu'on n'a plus le droit d'utiliser le mot involontaire, c'est indécent. La justice doit aussi répondre à une forme de réparation aux victimes. Et oui, c'est du crime sur la route. Alors on peut criminaliser, on peut déjà changer l'étymologie et ôter ce principe d'homicide involontaire, parce que quand vous buvez, que vous consommez du stupéfiant et que vous prenez une arme par destination entre les mains... Qui est la voiture. On ne peut pas se contenter de l'involontaire. Donc oui, la criminalisation de cette infraction qui serait l'homicide routier, moi je pense que c'est quelque chose de tout à fait intéressant, en tout cas quelque chose qui mérite d'être réfléchi. J'ai entendu le ministre utiliser en effet l'expression d'homicide routier. Moi je vais aller plus loin que cette étymologie qui est proposée par le ministre. Aller jusqu'où? Parce qu'en fait, lui, ce qu'il propose, c'est en effet ne plus utiliser le mot involontaire qui brutalise encore plus les familles des victimes.
Mais en fait, c'est de criminaliser, parce que l'homicide involontaire est un délit. C'est 10 ans maximum. En général, c'est quelques mois. Et vous distinguez, est-ce que vous pouvez bien nous l'expliquer, parce que tout le monde n'a pas ça en tête, vous distinguez il y a une distinction dans le code entre délit et crime. Oui, déjà, c'est la peine maximale. Déjà, vous êtes jugé en correctionnel quand vous êtes sur un délit, donc 10 ans maximum en correctionnel. Et puis quand vous êtes sur un crime, c'est aux assises. Et en l'occurrence, on pourrait aller jusqu'à 15 ou 20 ans. Et on nous oppose le fait que le côté involontaire empêcherait cette criminalisation. Je rappelle juste que dans le code pénal, ça existe. Violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, c'est 15 ans aujourd'hui dans le code pénal. C'est un crime. C'est un crime. Voilà. Lorsqu'on y ajoute des circonstances aggravantes, notamment la réunion, le fait de le faire à plusieurs, ou une arme même par destination comme une batte de baseball, ça peut aller jusqu'à 20 ans. Alors pourquoi est-ce qu'une personne qui consomme de l'alcool, du stupéfiant, qui roule à haute vitesse et qui percute et tue des vies, se contenterait d'être traité comme un délinquant et potentiellement être libéré avant ses 1 an de détention provisoire? Ça se discute. Je précise d'ailleurs, à propos de Pierre Palmade, puisque vous disiez qu'il était libre, qu'en effet, on a pu le voir sur certaines photos dans les rues. Pour autant, il est sous contrôle judiciaire. Il est sous contrôle judiciaire, mais il est libre. Linda Kebab, quand vous dites tout cela, est-ce que vous vous dites que quand on regarde le profil de celui qui conduisait, qui était connu mais pour des faits de droit commun, mais qui en effet avait bu, était sous l'emprise de cannabis, avait également des problèmes, semble-t-il, à vérifier d'assurance de la voiture, de permis de conduire, est-ce que vous allez jusqu'à vous dire que cet événement-là, mais d'autres dans le même esprit tristement, pourraient être évité? Bien sûr que cela pourrait être évité. En réalité, cet accident, c'est dramatiquement, et c'est peut-être aussi la raison de la colère dans nos rangs, c'est la résultante de ce que nous dénonçons, cette incapacité de notre société en France à répondre en fait à la délinquance qui progressivement augmente un petit peu plus et repousse plus loin en fait le goût de la défiance à l'autorité et à la loi. Et donc oui, on n'y répond pas. On a une personne qui est condamnée, en tout cas connu pour trafic de stupéfiants plusieurs fois, qui est connu pour de multitudes d'incivilités et de petites infractions, on va les appeler comme ça. Je précise d'ailleurs que le passager de ce véhicule, alors qu'il a été blessé évidemment dans la collision, au moment où les pompiers sont arrivés pour le soigner et peut-être même le sauver, vu la violence du choc, a insulté violemment les pompiers qui étaient en train de le soigner. Alors, les pompiers envisagent de porter plainte. Il insulte les pompiers. Pour la petite anecdote, il a insulté également les collègues lorsque tout simplement ils lui ont demandé son identité. Il a copieusement insulté les maires de nos collègues. Tout ça sur la qui scène... venaient de constater la mort des leurs en fait. Nous on a eu l'information en direct, ça a été répercuté sur les ondes. Il a insulté les collègues puis les pompiers qui venaient le secourir. Sur la scène de l'accident? Oui, sur la scène de l'accident. Lui-même passager de la voiture qui a commis l'accident. En direct. Nous avons eu l'information en direct. C'est dire à quel point l'indécence en fait de ces personnes, lorsque l'on a participé, alors je ne dis pas qu'il est complice de l'auteur, mais là, en tout cas, lorsqu'on est dans un véhicule dont le conducteur a consommé et qui vient de tuer, la moindre des choses aurait été d'avoir de la décence. Alors j'entends certains journalistes, et j'ai notamment pointé du doigt un article de La Voix du Nord qui a déjà fait le procès en disant que ce comportement était seulement dû à la désinhibition due à l'alcool. Enfin, je trouve que c'est juste une injure. En fait, non, ce comportement, c'est celui d'un voyou qui fait fi, en réalité, de la situation que lui et son ami ont provoquée. On imagine que quand les pompiers viennent vous sauver, en effet, la moindre des choses est peut-être de dire merci. Sans aller jusque-là, est-ce que le simple fait d'avoir été non seulement pas dire merci, mais même d'insulter, je sais que les pompiers, effectivement, envisagent la plainte, est-ce que vos confrères qui ont été insultés pourraient eux aussi porter plainte? Ils pourraient, ça n'est pas une information qui nous a été donnée, contrairement à ce que beaucoup disent, et notamment des associations d'avocats, nous laissons passer beaucoup d'outrages parce que malheureusement on a une capacité de résilience et que on a une société qui aujourd'hui fait fi de plus en plus à l'autorité. Vous avez vu, je fais la transition avec votre prochaine question probablement sur le fait que l'autorité dans notre civilisation n'est plus reconnue. Alors l'autorité, je vais y venir, mais c'était pas ma prochaine question parce que ma prochaine question elle est sur la question des sanctions. On a parlé de l'homicide involontaire qui pourrait passer à homicide routier, voire même, demandez-vous, à relever du domaine du crime. Il y a aussi une question qui est sur ceux qui sont les consommateurs de drogue. C'était son cas, non seulement trafiquant, mais sous l'emprise de stupéfiants. Il y a eu depuis le drame de Trappes avec cette petite fille de 6 ans qui a été renversée par une conductrice qui elle-même était sous l'emprise du cannabis. Le ministre de l'Intérieur dit qu'il faut sanctionner encore davantage les consommateurs, passer peut-être à des amendes de 1 000 € pour les consommateurs de cannabis. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que pour l'instant, il y a déjà normalement des amendes, quand vous fumez un joint, vous êtes censé pouvoir payer jusqu'à 200 € d'amende. Est-ce que c'est appliqué déjà?
C'est appliqué oui et non. Vous savez, c'est comme toutes les amendes. Ce sont toujours les mêmes qui payent. Et de toute manière, beaucoup ont une insolvabilité ou la créent. Donc, beaucoup aussi échappent à cette amende. Il y a évidemment, si on veut augmenter les amendes, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il y a aussi tout le travail en amont. Quel est le travail en matière de prévention dans la lutte contre la consommation des stupéfiants? On a tous été un jour témoins d'une campagne de sensibilisation contre l'alcool au volant, par exemple, ou contre la consommation d'alcool tout court. Mais il y a aussi un tabou, en fait, dans notre pays, de dire que oui, il y a une consommation extrêmement forte, et notamment du cannabis dans notre pays, cannabis qui a des conséquences sur le comportement des conducteurs, même plusieurs jours après. Et bien juste d'expliquer aux gens que oui, la consommation de cannabis a des conséquences sur la santé. Moi, j'ai une observation très empirique sur le terrain, une expérience de policière. Oui, le cannabis participe aussi à rendre schizophrène. Et notamment, c'est aujourd'hui des études qui viennent confirmer ce que nous, on a constaté sur le terrain. Et notamment les jeunes hommes qui sont exposés tôt, régulièrement, et qui sont ensuite victimes de schizophrénie. Ça a donc des conséquences sur la santé, ça a aussi des conséquences sur la vie des autres. Et donc sur ça aussi, il faut faire de la prévention. Il y a un tabou là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de campagnes, et il y en a régulièrement sur le fait que boire ou conduire, il faut choisir, sur toutes ces questions-là. Ça n'a pas été le cas sur la drogue, pour une question qui paraît très théorique, qui est qu'en effet, comme la drogue n'est pas autorisée dans ce pays, contrairement à l'alcool, on ne peut pas faire des campagnes contre l'usage de la drogue, parce que ce serait reconnaître de manière tacite qu'il y a des consommateurs de drogue. On est dans un truc de fou. Vous avez tout dit. Ce serait reconnaître qu'il y a des consommateurs. Or, on sait aujourd'hui... Donc on préfère pas faire de campagne. Eh bien, on préfère regarder sous le tapis et mettre des amendes. Parce que ce serait reconnaître qu'il y a des consommateurs de drogue. C'est ça. En fait, on fait reposer encore une fois la responsabilité sur les épaules des forces de l'ordre. Vous savez, c'est comme les violences conjugales. Pendant longtemps, on a laissé croire qu'il n'y en avait pas tant que ça en France. Et puis, c'est lorsque les associations de défense des femmes se sont mis sur le devant de la scène qu'on a enfin reconnu qu'il y avait une problématique de violence conjugale et notamment de féminicide dans notre pays. Parce que pendant longtemps, on a fait reposer la question uniquement sur les épaules des forces de l'ordre et potentiellement des magistrats. Et bien sur la question du cannabis, c'est la même chose. Il y a la question de certains... Enfin, il y a ces personnes qui, par exemple, proposent la dépénalisation. Moi, pour ma part, je suis contre, parce que la dépénalisation n'entraîne pas une sous-consommation et surtout ne va pas annihiler le trafic. Moi, je vous invite juste à aller regarder à Barbès ou à Porte de la Chapelle. Le trafic de cigarettes, il existe. Il existe, c'est des cigarettes qui sont de moins bonne qualité, qui sont moins chères, et pourtant la cigarette aujourd'hui est légalisée en France. Donc si aujourd'hui on commence à parler de dépénalisation du cannabis, eh bien il y aura toujours cette envie de défier, vous savez, le droit et la loi. Et donc du coup demain on va dépénaliser la cocaïne, parce que vous savez c'est récréatif, et puis l'héroïne, et puis on n'a plus de limite. Sur cette question-là, le fait de mettre l'accent aussi sur le consommateur, et ça c'est relativement nouveau, et c'est à la fois dans la voix du ministre de l'Intérieur mais aussi du ministre de la Justice, qui disent en fait quand on fume un joint le samedi soir, on est responsable du trafic, on est responsable d'une certaine manière de ce qui se passe à Marseille ou ailleurs et de ces homicides. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne stratégie? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Je ne sais pas, en tout cas c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Moi, il y a un lien. Je suis pas un stratège politique, je suis pas un stratège. J'ai pas fait d'études de marketing, je suis un pinot simple flic. Et le pinot simple flic que je suis vous dit tout simplement, il y a un lien. Quand vous financez, quand vous achetez votre barrette de shit, vous financez les règlements de compte, vous financez le trafic d'armes, vous financez aussi les balles perdues qui tueront d'autres personnes que ceux qui sont visés, mais aussi vous financez le proxénétisme et la traite d'êtres humains, notamment de ces femmes dans les rues qui sont en partie tenues par des macros qui sont aussi des trafiquants de stupes. Linda Kebab, la question de l'autorité, vous y veniez. Ces mots d'Emmanuel Macron, hier, au moment du Conseil des ministres, il a parlé à ses ministres de décivilisation de la société. Il faut être intraitable sur le fond, a dit Emmanuel Macron. Aucune violence n'est légitime, qu'elle soit verbale ou contre les personnes. Il faut travailler en profondeur pour contrer ce processus de décivilisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec le diagnostic ? Alors le diagnostic, il est tout simplement ce que l'on observe aujourd'hui sur les statistiques. Vous regardez les chiffres des services statistiques du ministère de l'Intérieur. Il y a une augmentation des violences autres qu'intrafamiliales dans notre pays. Il y a, Quand vous dites autre qu'intrafamilial, c'est qu'effectivement une des réponses du ministère de l'Intérieur est souvent de dire qu'on mesure davantage aujourd'hui aussi, notamment les violences conjugales qui n'étaient moins mesurées par le passé, et que c'est une des raisons pour lesquelles les chiffres des violences augmenteraient. Vous dites non, les violences, elles augmentent partout. Elles augmentent partout puisque le SSMI c'est quoi le SSMI ? Le service statistique du ministère de l'Intérieur a pris la peine de distinguer les violences intrafamiliales des autres violences. Et ces mêmes autres violences, elles augmentent aujourd'hui. Aujourd'hui, on a de plus en plus ce que souvent on appelle sur les plateaux télé, mais que c'est une étymologie que nous on ne reconnaît pas, c'est ces fameuses violences gratuites. Il y a aujourd'hui un passage à l'acte très facile. On est en train de parler là, cette semaine
de cette infirmière qui a été tuée, alors certes par une personne qui visiblement ne jouissait pas de toutes ses capacités mentales, mais en tout cas qui est victime en tout cas d'homicide. On parle de ces criminels de la route, on parle de ces élus de proximité aussi qui sont victimes de violences. Et puis on parle aussi de tous ces appels à la violence. Enfin, alors je ne sais pas si le président de la République, je laisserai ça aux politologues, fait allusion un petit peu à Norbert Elias et ce principe de civilisation, contrôle de l'émoi et de la violence. Mais oui, en fait, c'est ce qui fait aujourd'hui une civilisation moderne. Effectivement, quand vous citez Norbert Elias, qui est donc un philosophe des années 30, qui disait que le processus de civilisation, c'est le fait de s'améliorer en quelque sorte, de s'éloigner du processus de jungle ou de la loi du plus fort, d'être davantage toujours dans le respect. Et c'est ça, une sorte de processus de progrès vers la civilisation. La décivilisation, ce serait à l'inverse, le fait de retourner en quelque sorte à la loi de la jungle, à la loi du plus fort et retourner à la violence entre les individus. C'est ça. Et il y a deux choses à observer. Il y a la première, c'est vrai, cet échec de notre société à répondre au délit ou au crime, et donc de plus en plus à ce système qui veut que le plus faible soit soumis au plus fort. On le voit notamment dans les quartiers populaires où les caïds sont intouchables, impunis et continuent de manière permanente. Oui, encore aujourd'hui, on fait des spots sur des opérations stupes. Mais enfin, le nombre de morts, on a 21 personnes qui sont mortes dans le cadre de règlement de compte à Marseille depuis le début de l'année. Enfin, ça veut tout dire. Ça veut bien dire qu'en réalité, la problématique, elle existe toujours. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les quartiers sont toujours sous le joug de ces caïds. A-t-on les moyens d'y mettre fin? A-t-on les moyens de renverser ce processus, si on en croit effectivement le président qui dit qu'il y a un processus de décivilisation? Est-ce qu'on peut faire repartir vers la bonne marche de la vie en société et vers un retour à un processus de civilisation? Eh bien, il y a ce premier point, celui dont je vous ai parlé il y a quelques instants, les délinquants et les criminels. Et puis, il y a aussi cette violence qui est de plus en plus acceptée dans notre société. Nous, en tant que force de l'ordre, on l'a constaté. Vous savez, pendant le mouvement des Gilets jaunes, il y avait des personnes qui exerçaient des violences. Et de plus en plus de nos concitoyens validaient, encourager ces violences. C'est des personnes qui ne passent pas par la violence nécessairement, mais qui l'encouragent et qui la justifient au regard. Et qui en sont complices ? Qui en sont complices, non, parce que c'est un soutien moral, c'est un soutien sur les réseaux sociaux, mais qui se satisfont en tout cas de policiers qui sont agressés, qui sont violentés, qui sont tabassés par des Black Blocs. Donc oui, il y a de plus en plus cette question aussi de notre civilisation dans laquelle nos concitoyens disent que le système n'est pas capable de leur rendre justice, alors ils se font justice eux-mêmes. Oui, il y a une capacité à revenir en arrière. Pourquoi ? Quand vous dites ça, ça veut dire que vous estimez qu'une des responsabilités, c'est la question de la justice, c'est l'application des peines, c'est le fait que vous, policiers, vous fassiez votre boulot au début de la chaîne, mais qu'ensuite, au moment du jugement, les jugements soient à la hauteur et appliqués. Alors, il y a plusieurs éléments qui seraient bien trop longs à développer dans le cadre dans ce format-là, mais il y a évidemment ce rocher décisif des policiers en permanence où nous sommes là face à un tonneau de Danaïde et qui malheureusement n'est pas palpable pour le concitoyen parce qu'en réalité, la réponse tout au bout de la chaîne qui ne nous appartient pas n'est pas suffisante. C'est déjà une première chose. Il y a aussi la question de la justice sociale et économique face à laquelle on est un petit peu confronté. Aujourd'hui, on a quand même des mobilisations à laquelle je participe depuis janvier contre une réforme des retraites jugée parce que en effet, vous parliez des manifestations, mais c'est des manifestations auxquelles aussi vous participez pour le coup en tant que syndicaliste, représentante du syndicat Unité SGP Police FO. Vous avez combattu la réforme des retraites. Oui, et dans le drame, ce que l'on constate, c'est qu'en dehors du cortège de l'intersyndicale officiel où tout se passe bien, il y a ce cortège du Black Bloc qui, je vous le dis très sincèrement, et je l'ai observé moi-même, a de plus en plus de soutien, et même de soutien physique. C'est-à-dire qu'avant, le cortège était petit et uniquement constitué des personnes qui passent à l'acte. Aujourd'hui, on a des personnes très lambda, je vais pas caricaturer, mais un peu format gilet jaune, qui viennent les soutenir, voire même servir de bouclier, notamment lors des charges. Vous savez, ces fameuses images où on entend dire que les policiers chargeraient des manifestants. Non, on charge le Black Bloc qui exerce des violences, sauf que malheureusement, entre le Black Bloc et les policiers se mettent des personnes qui aujourd'hui leur apportent leur volontairement soutien. Se mettent là comme des boucliers humains, comme vous dites. Bien sûr, et évidemment. Enfin, moi, je l'ai constaté et de toute manière, c'est répercuté aujourd'hui sur les informations qui sont données sur la voie publique. Ça n'est pas au sein du cortège de l'intersyndicale que ça se passe. Je le précise, ce ne sont pas des manifestants, ce sont des personnes qui viennent pourrir la manifestation. Eh bien, aujourd'hui, ça, c'est inquiétant et ça participe aussi peut-être à ce processus de décivilisation où là, la violence sont justifiées comme étant une explication de la colère. Violence contre les figures d'autorité. Au-delà de ce qui s'est tragiquement passé à Roubaix, on a appris cette nuit qu'hier soir tard, un conducteur a refusé de s'arrêter lors d'un contrôle de la route à Vienne, dans le sud de Lyon. Il a été interpellé, mais il a renversé un de vos collègues, un commandant de police qui a été gravement blessé. Le conducteur conduisait sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants. Il y a également, vous le disiez, les élus. On pense bien sûr à Saint-Brévin qui est victime de violences, le maire qui a fini par démissionner. Il y a cette infirmière. Est-ce que vous faites un lien entre ces figures, ce qu'elles représentent pour la société ? Oui, bien sûr. Le policier, l'infirmière, l'élu.
Le policier, l'infirmière l'élu, c'est le dernier finalement interlocuteur dans notre société. On a progressivement, et moi je le constate parce que je suis représentante du personnel, annihilé la présence des corps intermédiaires. Vous savez, ces représentants syndicaux qui autrefois étaient le tampon entre l'autorité et le peuple, disons les choses très simplement. Et donc du coup qui permettait un petit peu cette médiation. Et progressivement, on a eu des politiques qui ont dit que les corps intermédiaires n'avaient pas d'importance. Et puis malheureusement aujourd'hui, ce sont ceux de proximité qui prennent, le policier, l'infirmier, le professeur aussi qu'on a oublié. L'élu de proximité, ce sont des personnes qui sont en réalité reconnues. Et le pompier, on le disait tout à l'heure, insulté encore une fois, alors qu'il vient sauver des figures qui sont reconnues, vous savez, madame, en réalité. Mais parce qu'elles sont reconnues, elles doivent payer pour ceux qui ne sont pas atteignables. Merci Linda Kebab d'être venue dans ce studio. Je vous laisse filer puisque vous partez en direction de Roubaix, puisque vous allez évidemment rendre hommage à vos collègues. Vous êtes déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police FO. Il est 8h53.